Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce roman, Alain Grèche? Roman historique, est-ce que vous avez été surpris, vous qui connaissez très bien le Caire, l'Égypte, Héliopolis, vous connaissiez sur le bout des doigts? Non, non, pas sur le bout des doigts, mais non, j'ai appris plein de choses sur la manière dont ça s'était fait et effectivement l'importance que Héliopolis a eue au début du XXe siècle. Il faut rappeler que le Caire, que je l'ai dit, il y a Héliopolis, mais même le centre du Caire, c'est haussmannien. C'est-à-dire, on peut même le voir, malgré la dégradation des bâtiments au centre du Caire, on peut le voir. Donc il y a cette influence européenne, il y a cette volonté d'une partie des élites de se lier à l'Occident. Le problème, c'est qu'effectivement, ces élites, elles se lient d'une certaine manière à l'Europe, mais elles oublient les 95% du peuple égyptien qui est un peu à l'écart de tout ça. Et vous pourriez en parler justement de ce patrimoine dans Orient 21 ? On rappelle, c'est votre magazine en ligne où vous traitez de cette actualité. Ah oui, absolument. On essaie de traiter, pas suffisamment des problèmes de patrimoine. On a fait des choses sur le patrimoine d'Alexandrie, par exemple. Le canal de Suez aussi, vous y êtes revenu. Oui, mais en termes de patrimoine, si vous voulez, il y a une défense aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'habitants qui se mobilisent contre la destruction du patrimoine à Alexandrie, comme il y a des gens qui se mobilisent contre la destruction du patrimoine au Caire ou dans d'autres pays, ou dans d'autres parties du pays. Je crois que c'est très important de maintenir cet héritage qui est une partie de l'histoire égyptienne. Alors, votre magazine fête ses 5 ans. Et donc s'offre une nouvelle formule. Alors quelle est cette nouvelle formule? On va la découvrir dès demain, donc vous allez la découvrir dans MOE en avant-première aujourd'hui. Mais Alain Grèche, donc qu'est-ce que vous proposez pour cette nouvelle formule d'Orient 21? Donc on fête le 5e anniversaire, c'est demain, le 1er octobre. Donc on a été créé en 2013. On s'est pas mal développé puisqu'on publie non seulement en français un article de fond par jour, mais aussi en arabe et en anglais. Donc l'idée, c'est de toucher un public, de continuer à toucher un public plus large pour une région qui est à la fois, on l'a dit dès le départ, qui est à la fois très proche et qui fait de plus en plus peur à cause des problèmes de terrorisme, d'islamisme, etc., etc. Et que nous voulons essayer de sortir de cette vision, en plus de sortir d'une vision qui ne voit pas ce qu'il y a dans ces sociétés en termes culturels, en termes d'invention, en termes de dynamisme de la jeunesse. Et nous voulons donner un peu accès à tout ça avec à la fois des journalistes, mais aussi des chercheurs, des spécialistes de la région qui en général parlent la langue. Vous voulez vulgariser, c'est vrai qu'il y a maintenant une rubrique qui s'appelle « Va comprendre ». Elle est destinée aux jeunes. C'est important de parler aux jeunes. C'est important c'est-à-dire c'est important, si vous voulez, le monde a l'air tellement compliqué des fois que les gens se découragent en disant « mais je ne peux pas comprendre ». Et donc, c'est important d'essayer sur des questions d'actualité, je sais pas, la guerre au Kurdistan, qu'est-ce qui se passe en Palestine, etc., de donner un certain nombre d'éléments qu'on peut lire relativement rapidement. C'est des articles de 3 ou 4 feuillets, mais qui permettent de comprendre ce qui se passe. En fait, l'idée est venue à partir de débats qu'on a fait avec des jeunes, qui posaient des questions. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de répondre à leurs questions telles que eux les posent, pas telles que nous les posons. D'où l'utilisation aussi de vidéos. C'est important aujourd'hui d'avoir dans un magazine en ligne des vidéos pour expliquer en fait un peu ce qui se passe. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est quand même très compliqué et qu'il y a des peurs aussi qui sont liées. Et demain, on va... une des choses qu'il va y avoir, c'est une vidéo sur nos 5 ans. C'est 5 ans de vidéos sur Orient 21, les différentes personnes qu'on a interviewées, les différents problèmes qu'on a abordés. Alors en général, on essaye, il y a 2 types de vidéos. Il y a celles qui sont très courtes, c'est-à-dire en 3 minutes, on essaye d'expliquer un problème, ou bien des fois des conversations plus longues avec des spécialistes sur telle ou telle question. On va profiter de votre présence pour vous poser quelques questions d'actualité, mais je vais revenir sur cette appétence, en fait, cette envie de mieux se connaître. Vous le constatez, Amélie Darscott, quand vous faites des conférences au Caire? Oui, tout à fait. J'étais très touchée d'abord par le nombre de personnes qui sont venues m'écouter, parce que c'était un peu paradoxal d'avoir une Européenne qui vient en Égypte raconter une histoire d'Égypte, en fait, à partir du début du XXe siècle. Et donc, je remarque que ce lien entre les deux cultures est très important. Et comme le disait Alain, c'est vrai que l'architecture du Caire est très haussmannienne par moments, mais les Khedives ont été, donc les vice-rois d'Égypte, ont été très attirés par Paris. Ils ont souvent étudié en France, ils ont fait des voyages à Paris, ils ont voulu moderniser le Caire un peu au détriment des caisses de l'État, parce que pour finir, l'État égyptien s'est trouvé véritablement en faillite.
Donc Alain Grech, on va revenir sur un des dossiers qui est intitulé Israël-Palestine, une si longue histoire, un dossier qui est aussi à lire dans l'hebdomadaire Politis en version papier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Bon, déjà, l'Égypte, quel rôle? Est-ce que depuis l'arrivée du président Sisi, est-ce que ça a changé la donne par rapport à Morsi, par rapport effectivement à la bande de Gaza, aux Palestiniens? Est-ce que vous pensez que ça a bouleversé? D'un côté, on peut dire que depuis 20 ans, le rôle de l'Égypte s'est affaibli dans la région. D'abord parce que, de manière interne, l'Égypte est un pays faible, qui a beaucoup de difficultés économiques, politiques, etc. Et donc, le temps où l'Égypte était le leader du monde arabe, il est vraiment terminé. Aussi bien d'ailleurs sur le plan politique que même sur le plan culturel. Il fut un moment où l'Égypte, c'était le centre de la culture. Malheureusement, ça ne l'est plus. Mais il y a des sujets sur lesquels l'Égypte joue un rôle important, notamment la Palestine et notamment Gaza. Parce que Gaza, c'est la frontière avec le Sinaï, où il y a une insurrection islamiste extrêmement active et que le régime n'arrive pas, ça fait maintenant 5 ans, le régime n'arrive pas à en venir à bout. Et donc, il y a nécessité d'essayer de stabiliser la situation à Gaza, qui est Enfin, je veux dire, les rapports des Nations Unies sont absolument catastrophiques sur ce qui se passe. Il y a 2 millions d'habitants qui vivent dans une prison à ciel ouvert, qui sont affamés, etc. Donc il y a des risques d'explosion et des risques de guerre avec Israël. Et le gouvernement israélien essaye de jouer les intermédiaires entre Israël et le Hamas pour arriver à une solution. Le gouvernement égyptien, voilà. Et alors, et quand vous entendez Donald Trump qui promet de présenter son plan de paix équilibré, je cite le président américain, d'ici 4 mois, vous êtes rassuré, convaincu? D'abord, le terme équilibré, la politique américaine n'a jamais été équilibrée au Proche-Orient, elle a toujours été pro-israélienne, mais il y avait quand même un vernis de dire nous voulons être un intermédiaire. Aujourd'hui, il n'y a même plus ce vernis, c'est-à-dire le transport de l'ambassade américaine à Jérusalem, les attaques contre l'UNRWA, c'est l'organisation qui s'occupe des réfugiés palestiniens pour les Nations Unies, montrent qu'ils sont maintenant partie prenante du conflit. Ce qui fait qu'il n'y a pas, pour eux, ils n'ont plus d'interlocuteurs palestiniens. Il n'y a personne avec qui ils discutent. Ils ne discutent qu'avec le gouvernement israélien, dont il faut dire il se situe plutôt pas à la droite, il se situe à l'extrême droite. Donc dans ces conditions, je pense qu'il n'y a aucune chance que ce plan de paix réussissent. Alors il y a eu un moment l'idée que ce plan de paix, il l'avait négocié avec les Séoudiens, que les Séoudiens allaient accepter, etc. Mais je pense que quelle que soit la volonté du régime séoudien qui pense que l'ennemi principal c'est l'Iran, c'est pas Israël, je ne vois pas un gouvernement séoudien dire à sa population Jérusalem c'est terminé, on renonce et ça sera israélien pour l'éternité. Donc je pense qu'au-delà des mots, je pense qu'il n'y aura rien. Mais alors comment comprendre effectivement cette déclaration d'intention sur ce dossier? Il faut dire que ça fait 10 ans que les Américains annoncent, il n'y a pas que Trump, qu'ils vont trouver un plan. Mais là, il le fait avec une arrogance qui est son arrogance personnelle, je dirais, qui fait qu'il pense trouver une solution. Mais je pense qu'il y a une des choses, c'est que les gens qui négocient, des gens comme Kushner, qui est le gendre j'allais dire de Reagan, de Trump, ne connaissent rien à la région. Ils ne connaissent que les Israéliens. Et ils ont totalement intégré le discours israélien. Donc ils sont incapables de jouer, de comprendre, de négocier même avec Mahmoud Abbas, qui est pourtant, je veux dire, plus modéré que lui sur la scène palestinienne, on ne fait pas. Donc s'ils n'arrivent pas à négocier avec Mahmoud Abbas, je ne vois pas très bien avec qui ils pourront négocier. Mais c'est typiquement un sujet que vous traitez dans Orient 21. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui intéresse beaucoup parce que ça reste une question sur laquelle il y a quand même... D'abord, il y a un intérêt international, il y a une mobilisation autour de la question palestinienne. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde les grands conflits, c'est le seul qui suscite un engagement à travers toute la planète. Il y a des manifestations pour la Palestine. Donc il reste un intérêt quand même du grand public pour cette question. Il y a eu aujourd'hui ou hier le Real Madrid qui a reçu Ahmed Tamimi, la fameuse fille qui avait giflé... Une jeune femme palestinienne. Voilà. Qui a eu et ils l'ont reçu, un club de football. Donc ça montre un peu l'importance que cette question continue à avoir.